Nouveau rendez-vous de l'émission Le Point, Madame, Monsieur, bonsoir. C'est encore un plaisir pour nous de vous retrouver à l'heure de cette tribune que nous avons dédiée aux journalistes et aux analystes politiques pour passer au crible les sujets qui ont marqué la semaine. Ce soir, Mesdames et Messieurs, il sera question de revenir un peu sur la lettre des évêques qui suscite beaucoup de polémiques. Nous reviendrons en deuxième partie, Mesdames et Messieurs, sur ce rapport rendu public par le département d'État américain concernant notre pays, le Togo. Et puis en dernière partie d'émission, nous allons parler de la libération d'une des victimes des incendies des marchés de Lomé et de Kara. Pour nous accompagner, mesdames et messieurs, dans ce périple, nous avons sur ce plateau Ali Rochakala, il est directeur de publication du journal Courrier de la République. Ali, bonsoir. Et bonsoir Daniel, et puis bonsoir à toutes celles et tous ceux-là qui nous suivent en cet instant. Voilà. Et également sur ce plateau, Justin Anani. Justin, il est le directeur de publication du site d'information togovision.com. Justin, bonsoir. Bonsoir Daniel, bonsoir à tous les télévisateurs. Voilà. Comme je le disais, mesdames et messieurs, c'est une lettre ou des déclarations qui suscitent beaucoup de polémiques. Tout d'abord, dans un premier temps, il y a cette lettre des évêques du Togo qui demande à ce que les autorités puissent prendre en compte les préoccupations de tous les Togolais. Une lettre qui, comme je le disais, suscite beaucoup de polémiques. Et en deuxième partie, il y a cette déclaration de Monseigneur Podjo qui demande à ce qu'une partie de notre hymne national soit revisitée. Nous allons commencer avec d'abord la toute première partie qui est relative à cette déclaration des évêques. Déjà, premier commentaire, on a taxé l'église de ce terrain de longtemps, d'être, comment on dit ça, de se désintéresser de la chose politique, effectivement. Non, qu'est-ce qui fait la différence entre les hommes d'église, tous les hommes de Dieu et nous? C'est le fait qu'ils ont décidé d'embrasser Dieu. Ils ont décidé de faire Dieu leur raison d'être. Mais au-delà de tout, c'est des citoyens, c'est des gens qui sont dans la cité, c'est des gens qui vivent nos réalités. Donc on ne saurait leur refuser de se prononcer sur certains sujets poignants de l'heure. Donc je crois que leur sortie ne doit pas susciter polémique parce que ils sont partie prenante de la vie de la nation. Et à un moment, quand ça ne va pas, on ne saurait se donner des oreilles, soit dit pour des raisons des compatibilités entre l'exercice de la fonction de prêtre ou bien de prélat et celle de la politique. Non, ils ont leur mot à dire et les évêques du Togo nous ont habitués quand même à ces sorties que j'estime d'un niveau très relevé et ils ne le font pas par saute d'humeur, ils ne le font pas pour amuser la galerie, mais ils sortent pour toucher du doigt certaines réalités du pays parce que par rapport à une certaine stagnation que les activités politiques connaissent, que les activités politiques aussi socio-culturelles du pays connaissent, je crois que c'est de leur droit quand même de sortir et de rappeler à ceux-là qui ont la main sur la manette de pouvoir se transcender, se surpasser pour que la République, c'est-à-dire que notre pays, le Togo, soit ce qu'on doit magnifier le plus. Nos petits égos, nos petits calculs ne sauraient annihiler la dynamique qui devrait être enclenchée pour faire de notre nation, de notre pays, un pays grand, de par les réformes qui s'opèrent dans le pays, de par la gestion de la chose publique et de par la gestion des rapports entre Togolais. Donc je crois que on doit faire trêve de polémique autour de cette lettre épiscopale et prendre les choses de façon responsable, de façon désintéressée pour dire que, en fait, cette lettre épiscopale, qu'est-ce qu'elle contient? Qu'est-ce qu'on peut choisir dedans? Et qu'est-ce qu'on peut mettre en marche pour que le pays sorte vainqueur de toute cette situation qui tend à peut-être annihiler le devenir de notre pays. Pensons à demain et si on veut effectivement penser à demain et assurer un mieux-être à la postérité, et je crois que cette lettre-là, on ne doit pas la battre du revers de la main, on doit faire sienne, qu'on soit du pouvoir ou de l'opposition. Il y a des choses intéressantes qu'on pourrait tirer de cette lettre-là. Voilà, juste un année. Bon, moi je pense que l'Église, après tout, c'est la personnalité morale et qui a un rôle vraiment fondamental dans la République et que les évêques, à un moment donné, ont l'obligation donc de monter au créneau pour dénoncer les anomalies de la société. Parce que si tant est qu'on doit évoluer dans un registre d'un état de droit, d'un état normal, je pense que
l'Église aussi a l'obligation, à un moment donné, de s'inviter dans le débat politique, de s'inviter dans la vie de la nation, de s'inviter et dans la façon, enfin, de la façon avec laquelle le pays est dirigé aujourd'hui. Maintenant, ailleurs, on a tellement senti la prise de position de l'Église. Vous prenez la RD Congo aujourd'hui, l'Église ne cesse de parler parce que c'est un pays également dictatorial, tout comme le pays, le Togo. On fait semblant de faire la démocratie. La RDC. La RDC, bien sûr. Alors que les potentats qui sont là, ils n'ont pas l'obligation, ils ne veulent pas maintenant céder, même les plans de pouvoir, par rapport à ce qui est constaté dans l'opinion. Donc, ce constat également est fait, aussi, est fait ici. On met en place les institutions, on n'arrive pas à les respecter, et les institutions sont complètement inféodées. Il y a quelqu'un qui est au sommet, qui tire la ficelle, et puis bon, le chien aboie, la caravane passe. Donc, dans cet état de fait, je pense que le rôle régalien également de l'État, de l'Église, revient à tirer sur la sonnette. Donc, c'est le constat qui est fait et qu'aujourd'hui, l'Église a commencé à parler. Seulement, je fais observer que ce n'est pas la première fois que l'Église au Togo, dans son ensemble, que ce soit les catholiques, les protestants et autres, ont pris position de monter au créneau pour dénoncer les anomalies de la société. Voilà. Et je fais également observer que déjà en 2005, lorsque il était question d'organiser les élections ou l'élection présidentielle à va-vite, l'Église a tiré sur la sonnette comme quoi, attention, il y a quand même péril à la demeure de ne pas organiser cette élection-là à l'époque. Mais malheureusement, elle n'a pas été écoutée. L'Église n'a pas été écoutée. La marche qui ont suivi avec même les avocats, les juristes n'ont pas donné grand-chose. Donc, aujourd'hui, beaucoup ont accusé l'Église. Parce que c'est l'Église également qui a pris le devant, entre guillemets, et par l'entremise même de Monseigneur Bariga Nicodème, et en dirigeant la CVJR. Voilà. Vous vous rappelez également en son temps, la composition même de cette commission a été décriée. Mais le travail qui a été fait à la suite a été vraiment salutaire, a été apprécié. Les recommandations ont été données, acquis de droit, mais depuis lors, c'est silence radio. Donc c'est complètement rangé dans le placard. Et ce qui a fait que chaque jour que Dieu fait, les questions des réformes, les questions même de la bonne gouvernance, les questions même de tourner la page à des histoires de tribalisme, de régionalisme du passé, sont encore légion aujourd'hui. Donc je pense qu'à partir de cet état de fait, l'Église n'a pas l'obligation de rester silencieuse. Voilà. Et si l'Église a eu aujourd'hui le courage de sortir, moi je dis que c'est une très bonne chose. Voilà. Mais au-delà de tout, il faut quand même dire que l'Église doit pleinement aujourd'hui jouer son rôle. Non seulement les catholiques, mais les protestants qui ont tiré à un moment donné l'attention des gouvernants sur la façon dont le pays est dirigé aujourd'hui, qui n'est pas de la bonne chose. Je pense que cette église-là a joué son rôle, enfin, en rédigeant une telle correspondance, en envoyant un tel message à l'opinion, parce que moi je dis que ça ne concerne pas seulement les gouvernants. Ali nous l'a fait remarquer aujourd'hui, ça concerne aussi l'opposition, mais au-delà des gouvernants et de l'opposition, lorsque vous mettez ces deux éléments ensemble, le fondamental c'est le peuple. C'est le peuple maintenant qui doit prendre conscience qu'un peuple ne se libère que par la détermination, le courage et l'abnégation. Donc le peuple doit comprendre aujourd'hui qu'en réalité, la façon dont le pays est gouverné aujourd'hui n'est pas bien. Voilà. Mais peut-être s'il y a toute cette polémique autour même de cette sortie médiatique des évêques du Togo, c'est peut-être pas dû au fait qu'elle s'est tue à un certain moment, sur des faits, par exemple, des violations des droits de l'homme. Il y avait tellement de choses sur lesquelles ils pouvaient réagir. Quand nous avons vu, prenons le cas du Congo, le Monseigneur Moussongo est sorti pour dénoncer certaines violations des droits de l'homme au Togo, mais on a accusé la nôtre d'avoir gardé le silence. C'est peut-être pas dû à cela. Oui, vous savez, quand il y a des situations qui se présentent dans un pays et toutes les fois on se donne ce vilain plaisir de donner le ton, à un moment il y aura des situations qui vous interpellent. Mais quand vous sortirez pour parler, on dit mais lui nous a toujours habitués à ces sorties. Je crois que les évêques sont sortis à un moment très précis de la vie de notre nation. C'est à la veille de notre indépendance. Donc c'est très symbolique. Et quand ils sont sortis, le document qu'ils ont mis en œuvre pour les gouvernants comme pour ceux-là qui sont de l'opposition, c'est un document révolutionnaire. C'est un document qui a pris en compte presque tout ce que les gouvernants et ceux aussi qui
qui sont à la quête de cette petite parcelle pour peut-être s'expliquer à gérer, je crois que ces gens-là pourront prendre des pans dedans et assurer une meilleure quête de tout ce qu'ils voudraient pour la grandeur de notre République. Voilà. Mais malheureusement, ils sortent souvent, ces évêques sortent, mais en fait, est-ce qu'ils ont les moyens de pouvoir assurer un suivi de ce que tout le temps ils sortent, ils écrivent? Non, pas ça. Certaines fois, à peine ça sort, si ce n'est pas nous ici, journalistes, qui essayons de donner une certaine vie à ces lettres épiscopales. Elles ont un quand pouvoir ça sur sort, les autorités, ça elles ont un pouvoir sur les autorités politiques. Mais absolument. Ils pensent que sortir le document, c'est fini. Leur lutte s'arrête à cette sortie de cette lettre-là. Donc, ils ne se donnent pas ce moyen de pouvoir suivre ce qu'il sera fait de ce document. C'est là aussi la triste réalité. Une chose est vous savez, n'importe qui peut sortir un document comme ça, de cette envergure, mais qu'est-ce qui compte? C'est le suivi. Qu'est-ce qui compte? C'est les moyens qu'ils ont de pouvoir mettre la pression à tous ceux-là qui sont concernés par le document-là, de prendre leurs responsabilités. Il y a Saint-Exigé au Togo. On a appris que là-bas, c'est avec les problèmes politiques, les problèmes de... Non, on ne va pas tout le temps demander à ce que les autres viennent gérer nos problèmes ici. Nous sommes indépendants, il y a ces concises. Si toutes les fois, si on n'arrive pas à les gérer tout le temps, il y a... Non, mais c'est qu'il y a ce manque de volonté. Voilà. Et nous, peuple, pour qui cette lettre-là est adressée, pour que nous puissions améliorer notre vécu quotidien, pour pouvoir améliorer le futur de nos enfants. Qu'est-ce que nous faisons de cela? Les gens se sont rivés le calé, les intellectuels même, ceux-là qui sont alertes à aller jouer aux sapeurs-pompiers sous d'autres yeux, rien, on n'a réservé aucun sort radieux à cette lettre épiscopale. C'est pas la communauté de Saint-Egidio qui va le faire à notre place. Au niveau du pouvoir, on ne s'est même pas senti concerné par cette lettre épiscopale. Au niveau même de l'opposition, c'est certains qui sont sortis et certains même en ont fait une récupération au point qu'on voudra marcher pour peut-être susciter le débat autour de la chose. Moi, je crois que l'approche n'est pas du tout la bonne. Il faudrait aujourd'hui que les gens sachent que c'est pas la France, c'est pas la CEDEAO. Ouais, ça nous engage. Le devenir de nos pays nous engage après tout. Et si on doit attendre que le salut vienne d'un ailleurs, on attendra longtemps. Donc c'est tout triste de constater que les Togolais aiment être attentifs, n'aiment pas prendre le devant des choses et de bousculer c'est la donne telle qu'il se pose. Juste une réaction? Bon, moi je pense que l'Église a fait une telle sortie, c'est pas mauvaise. Mais au même moment, il faut quand même faire observer que moi, dans mes analyses, je ne pense pas seulement que c'est au niveau de l'Église catholique que le débat doit se jouer. Tout à l'heure, vous faites allusion à l'intervention de la communauté dans le débat politique ou dans le jeu politique du Togo. Et ça m'amène peut-être, si vous permettez, de relever qu'à un moment donné, cette communauté n'a pas aidé le Togo. Parce que, et si j'ai bonne mémoire, cette communauté, même si à un moment donné, elle travaillait en sourdine ou dans les coulisses pour aider à ce que la crise qui a toujours secoué le Togo depuis des années 90 jusqu'à ce jour, soit quand même révisée ou corrigée. Mais depuis 2005, lorsque le feu président Eyadema décidait, on a senti l'intervention d'une manière ou d'une autre, après la signature des accords et tout, de cette communauté, en cherchant à rapprocher M. Jékris Olympio et Fonia Sibé, qui a remplacé dans des conditions rocambolesques son papa, un coup d'État qu'on ne peut plus démontrer aujourd'hui. Mais cette communauté, lorsque les accords ont été signés, doit toujours aider le Togo. C'est là où moi je dis, je parle même d'une complicité même de l'Église catholique, si vous me permettez. Maintenant, si à un moment donné, cette communauté, cette Église catholique... Complicité à quoi? C'est-à-dire avec le pouvoir? Complicité avec le pouvoir, moi je ne mange pas mes mots, vous permettez. Parce que lorsque la communauté Saint-Egidio s'est invitée dans le débat, dans le jeu politique, sachant très bien que le pays est mal géré, la bonne gouvernance n'y est pas, les droits de l'homme sont violés au quotidien, et qu'il fallait rapprocher les bords à ce qui est la paix,
Et c'est par après qu'on a su en 2010 avec la signature de ce fameux accord avec le 26 mai 2010. Il va falloir qu'une fois l'accord politique global a été signé, cette communauté cette édition doit quand même être présente d'une manière ou d'une autre pour aider les gouvernants vers la mise en œuvre de ces accords-là. Mais on n'a pas senti. Le Togo a été gouverné avec la manière que tout le monde sait aujourd'hui. Il y a une minorité qui s'accapare la richesse du pays, les droits de l'homme sont violés au quotidien. L'état de siège est constaté aujourd'hui à Mango. Le rapport de la Messie est là. Les États-Unis qui font pratiquement, qui pondent chaque jour que Dieu fait, les rapports sur le Togo. Voilà, on en viendra. Mais voilà, donc c'est autant d'éléments qui font dire aujourd'hui que l'Église, dans son ensemble, je dirais, est complice de la situation du Togo. Parce que je ne veux pas quand même qualifier certains de, excusez-moi entre guillemets, ces voyous, qui font tellement de tête enfant dans nos quartiers, comme quoi ils adoraient Dieu, il faut aller prier pour le chef de l'État, il faut faire ceci, que le pays soit en paix. Mais la paix qu'on constate aujourd'hui au Togo, ce n'est pas la paix au sens propre du terme, c'est la paix du cimetière, comme l'a fait observer un intellectuel du pays. Donc c'est moi je dis que l'Église doit s'inviter dans le débat politique. Cette façon de faire, cette manière de faire, c'est pas bien. Vous avez si bien cité Monseigneur, elle vient de le faire. Monseigneur, comment le Congolais, voilà. Monsongo, voilà. Qui à tout bout de chance, s'il y a un constat de violation des droits de l'homme, monter le chrono, c'est également au nom de l'Église catholique. Maintenant, beaucoup, lorsque nous avons sillonné un peu, interrogé les gens, estiment que l'Église a bien fait, mais il n'a pas allé jusqu'au bout. Il faut rencontrer les acteurs, que ce soit du côté du pouvoir, de l'opposition, et au demeurant même l'opinion de la société civile, qui aujourd'hui, cette société civile qui me pose des problèmes. On ne sait pas qui est qui. Une société civile qui donne de satisfaction à la façon dont le pays est gouverné. Voilà. Donc moi, ça me pose des problèmes. Maintenant, je dis que si l'Église catholique a eu ce courage, les évêques, bien sûr, ont eu ce courage de régimer telle correspondance, ça ne doit pas s'arrêter là. Ils doivent avoir le courage d'aller jusqu'au bout, raconter les acteurs politiques, notamment ceux-là qui sont aux affaires, qui ne veulent pas opérer les réformes, et qui aujourd'hui, mais il y a un autre débat qui est sur le terrain, permettez que le vendredi et le jeudi dernier, la loi sur je sais pas, la multiplicité des préfectures a été adoptée en commission, et qu'a suscité encore de débats, et que maintenant il y a une partie de l'opposition qui veut marcher encore tout et tout. Moi je pense que c'est pas une très bonne chose, mais il va falloir également que l'Église s'invite pleinement dans le jeu et clarifier sa position. Une réaction rapidement. On ne va pas demander à ce que notre pays soit géré par procuration. On demande à ce que les autres viennent faire tout à notre place. Non, je ne suis pas d'accord. Et là, quel sens revêtrait notre indépendance? On est indépendant, on doit l'assumer. Quand il y a des problèmes en interne, on doit gérer ça comme cela se doit. On ne va pas attendre, croiser les bras et attendre que les gens d'église, notamment la communauté de Centre des Judios, viennent tout régler chez nous. Quand cet accord a été signé entre le parti au pouvoir d'alors, le RPT, et l'UFC, aujourd'hui, il y a tous les acteurs qui sont là. Est-ce qu'ils se sont donné la paix une fois de faire un état des lieux de cet accord-là? Qu'est-ce que cela a donné? Vous n'allez pas demander à la communauté de Santé Judio de venir le faire à votre place. À un moment, les accords, ça suppose qu'on doit respecter certaines conditions. Mais est-ce qu'à un moment, quand certains ne viendraient pas respecter ça, est-ce qu'il y a une partie qui est sortie pour dénoncer cela? Non. Donc, eux, ils estiment, cette communauté estime que tout se passe bien. Donc, ils ne vont pas le faire à notre place à partir du moment où nous aussi, nous avions croisé nos bras et nous attendons. Donc, le salut ne viendrait pas du ciel, ça viendrait de nous-mêmes si on se donne les moyens nécessaires de pouvoir changer la donne. Maintenant, s'agissant des hommes d'église, je ne vois pas forcément leur complicité. Ils font leur boulot, ils se sentent interpellés par certaines situations qui prévalent dans notre pays et ils ne se donnent pas de frein pour mettre à la place publique tout ce qu'ils ont observé comme constat. Mais il appartient à qui maintenant de faire le boulot? Je crois qu'ils ont fait le gros du boulot. Ceux-là qui se font passer pour des leaders politiques, qui se disent que non, nous sommes de tel bord, nous sommes de la majorité, nous sommes de l'opposition. Non, il leur appartient aussi de faire leur part du job. Voilà. Donc on ne va pas tout laisser à que les hommes d'église fassent tout à notre place. Là,
quel revêterait, nous, notre sens d'existence au sein de notre République? Quelle serait notre part pour que la République ait un rayonnement sans précédent? Donc je dis que l'Église joue sa part, il appartient à tous ces gens-là qui se reconnaissent dans cette lettre épiscopale de pouvoir voir ce qu'ils peuvent faire pour changer la donne. Donc, attendre trop des gens d'église, je crois qu'on attendra longtemps. Les lignes ne bougeront pas de façon conséquente comme on l'attendrait. Voilà, rapidement, Justin. Oui, Daniel, vous pouvez permettre. Ça veut dire que tout à l'heure, je vais faire observer que l'église a été complice. Et quand je le dis, je suis en train de généraliser le contexte. C'est pas seulement au niveau de la communauté Saint-Édizio ou chez les catholiques. Voilà. Il y a les protestants et les baptistes ainsi un peu partout. Je n'arrive même pas à les cerner tous. Même ceux-là qui sont dans nos traditions. Donc, continuer voilà. en Afrique. C'est instrumentalisé aujourd'hui, politisé. Voilà. Donc c'est là où je dis qu'on note une complexité. Dans une dictature, l'Église n'a pas l'obligation de se taire. Pas du tout. Chaque jour que Dieu fait, l'Église est interpellée. Et c'est là où je salue la démarche qu'effectue Monseigneur Sango au niveau de la RDC, chaque jour que Dieu fait. C'est-à-dire que l'Église doit monter au créneau dans son ensemble, dénoncer, critiquer, parce que la façon de faire, parce qu'après tout, l'Église, c'est la morale. Si l'Église ne le fait pas, et que par moment, on sort peut-être une lettre, et on n'arrive pas à vérifier si c'est suivi, si c'est respecté, comme l'a fait observer tout à l'heure mon ami Tchakala. Mais je dis qu'à partir de ce moment-là, l'Église n'arrive pas à jouer son rôle parce que l'Église, après tout, c'est la personnalité morale dans une république. Mais lorsque la république n'est pas normale, l'Église doit parler. Mais le constat qui est fait ici, depuis toujours, que ce soit les protestants, que ce soit les baptistes, que ce soit, je ne sais pas, même les catholiques, il arrive à un moment donné, ils envoient une missive, une correspondance, une lettre dans l'opinion. Mais ils attendent. Après 2 ans, 6 mois, enfin, au-delà de 3 ans, ils envoient encore. Mais quelle est l'issue qui est donnée? Est-ce qu'ils ont un pouvoir quand même pour suivre ça? Parce que on sait que c'est une autorité morale. Oui, l'autorité morale. Voilà. Est-ce qu'elle a un pouvoir d'agir? Le pouvoir, je ne le pense pas. L'Église n'a pas ce pouvoir-là. Mais l'Église doit quand même tirer l'attention même des fidèles. Parce qu'on ne sent pas l'intervention des évêques, même au niveau de leur prêche, pratiquement hebdomadaire. On ne le sent pas. Mais le constat malheureux qui est fait aujourd'hui dans notre pays, parce qu'il y a tel ou tel événement, l'Église est invitée dans son ensemble, que ce soit les protestants, tout et tout, c'est pour prier pour la paix. C'est bien de prier pour la paix. Mais je vais observer également que la paix que nous vivons aujourd'hui au Togo, ce n'est pas la paix au sens propre du terme, c'est la paix du cimetière. Et que c'est là où l'Église a l'obligation. Pourquoi vous parlez de paix des cimetières? C'est parce que lorsque vous vivez dans une dictature, on met pratiquement tout, les arsenals un peu partout, pour faire peur, et la répression qui est là. Voilà. Et quand vous ne faites pas attention, on vous arrête du jour au lendemain, et vous êtes en prison. Et puis après, quand le dictateur vient et veut, il vous fait sortir. Et puis bon, la vie continue. Voilà. Donc cette peur-là, et ceux-là qui ne veulent pas aller en prison, ceux-là qui n'ont pas l'obligation, enfin, qui ne veulent pas braver les dispositifs, parce qu'il y a une paix de cimetière qui est là, reste dans leur coin. Alors qu'en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça voudrait tout simplement que vaut mieux aller, c'est pas évoluer sur son petit pain ou sur sa petite pinte que d'avoir cherché peut-être avoir des problèmes avec les autorités. On ne veut pas avoir de l'autorité parce qu'il y a une force, c'est pas répressive qui est là. Vous ne faites pas attention, on va vous arrêter, on va vous embarquer, c'est la prison et puis par après peut-être c'est la mort. Donc je pense que c'est le système qu'on a cherché à imposer aujourd'hui et qu'on fait semblant de faire une démocratie. Mais bon, je dis que c'est la démocratie, enfin, c'est la dictature modernisée, puisque les militaires sont un peu partout, la dictature est un peu partout. Si les militaires sont un peu partout, c'est peut-être pas dû au fait qu'il y a une menace terroriste. Voilà. C'est une manière de parler, voilà. Mais au même moment, il faut faire observer également qu'il y a une minorité qui s'accapare des richesses du pays. Voilà. Malheureusement, ça ne fait pas objet de votre débat. Voilà, effectivement. J'ai un document ici qui fait quand même distribuer les dividendes encore des gens qui ne sont même plus en vie et à travers lesquels on a créé encore de structures. On en reviendra après. Cette description apocalyptique que mon confrère Justin Anani, Drasse du Togo, je ne me retrouve pas. Vous savez, si tout n'est pas rose, tout n'est non plus noir, comme il se dit, il y a des avancées significatives qui ont été faites dans ce pays. Voilà. La preuve, c'est que
Justin Anani a cette liberté-là de dire les choses telles qu'il les vit, telles qu'il les sent. Et personne ne viendra lui river le caquet que non, pourquoi tu as dit ici et ça. Je ne sais pas. Donc, il a dit des choses qui, il y a peu, il ne pouvait dire. Même si on lui tendait le micro en off, il ne le ferait pas. Donc, ça veut dire qu'il y a des pas qui ont été faits dans ce pays. Donc, vous savez, nos gouvernants, il faudrait les encourager à se sublimer. Mais quand certains sont là, c'est vrai, ce n'est pas des dieux pour dire qu'ils sont la perfection à l'absolu. Ils ont leur force, ils ont leur faiblesse également. Mais ce qu'ils font en bien, il faut leur reconnaître et leur demander que non, ils ne doivent pas s'arrêter là. Ils peuvent faire mieux que ce qu'ils le font. Vous êtes avec votre enfant tout le temps, il est premier. Mais on a l'impression qu'il y a toujours de gaffes, ça n'avance pas comme on le souhaitait. Non, ça ne peut pas aller, mais il appartient aux Togolais de pouvoir induire cette mécanique-là pour que ça aille mieux que ce que... Mais quand on dit que tout est noir, tout est... on doit pas faire de Togo. Non, vous braquez les gens là, ne plus se donner à fond pour apporter le meilleur qu'ils souhaiteraient à jour. Donc, moi, je ne voudrais pas que nous nous attardions sur cette description apocalyptique qui voudrait faire du Togo un enfer terrestre. On va quand même avancer, juste parce que là, on ne peut pas avancer. En tout cas, sur le temps, parce que c'est important. Parce que je ne fais pas une description apocalyptique du Togo. Le journaliste, après tout, fait un constat dans la cité. Parce que ça fait partie également de nos rôles. C'est par rapport à ce constat-là que moi je dis que la façon dont les choses évoluent n'arrive pas à combler les attentes. C'est ça que le combat les attentes, il revient à ces gouvernants. Moi, je pense qu'ils sont tellement outils, ils sont tellement intelligents. Je ne suis pas aux affaires. Mais moi, je suis journaliste, je suis communicateur, je raconte l'opinion, je raconte le peuple, le bas peuple d'ailleurs, et je fais un constat de la façon dont le pays est dirigé. Donc, sur la base de ces éléments-là, je pense que j'ai l'obligation aussi de critiquer. Donc, ça voudrait dire... Je t'ai jamais interdit. C'est cette analyse apocalyptique. Je n'ai rien avec contre qui que ce soit Fona Sigbe, ou les ministres Payadjoua Boukbessi, ou les autres qui sont au gouvernement. Mais moi, je fais un constat, la façon dont le pays est dirigé n'est pas bien, et lorsque vous sortez du pays, vous revenez dans notre pays, vous allez constater que c'est le jour et la nuit. Donc à ce 21e siècle, on va pas attendre à ce que les choses puissent arriver à ce point. On va rester, mesdames et messieurs, dans cette même lignée, toujours avec l'Église catholique. On va se focaliser maintenant sur le second aspect de comment on appelle cette sortie médiatique des évêques. Elle est relative à cette déclaration de Monseigneur Philippe Podjro, qui demande à ce qu'une partie de notre hymne national soit révisitée. Il dit, il ne veut pas que nous vaincrons ou mourons, il veut que nous vaincrons ou vivons dans la dignité. Alors, Aliro Tchakala, est-ce qu'en ce 21e siècle, il faut vraiment revisiter cette hymne selon vous, un analyste, un regard de journaliste sur la question? Non, Monseigneur Philippe Fanoko Podjro, un évêque, un homme de Dieu que nous connaissons très bien. C'est un homme de Dieu qui a marqué son époque et qui est en train de la marquer actuellement. Il ne s'est pas donné de retraite par rapport à certaines questions essentielles de la vie de notre pays. Et sa sortie, je crois qu'il vient de lancer un gros pavé dans la mare, avec tout ce que cela a créé comme onde de choc au niveau du pays, au niveau des intellectuels qui, à un moment, ont abdiqué. Je crois que s'il y a des gens de la trempe de Monseigneur Fanoko Podjro, je crois que le Togo ne serait pas ce qu'il est et que cela suscite des débats par rapport sur sa gouvernance. Donc c'est un monsieur qui se dit qu'il a des devoirs vis-à-vis de sa patrie. Et c'est des gens qui créent. En demandant aujourd'hui, vous savez, l'hymne de notre pays, c'était dans un contexte qu'on l'avait élaboré. C'était quelque chose de sublime. Aujourd'hui, nous ne sommes plus là. Nous avons notre indépendance il y a plus d'un demi-siècle. Ça fait 56 ans aujourd'hui. Nos parents avaient lutté, versé de leur sang pour que nous soyons libres aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes libres. Il y a d'autres enjeux qui se présentent au pays, qui se présentent à toutes les filles et tous les fils de ce pays, à tous les bords politiques du pays, qu'on soit du pouvoir ou de l'opposition. Maintenant, est-ce que cet enjeu-là voudrait que nous y allions et que nous menions le combat et que nous trépassions? Non, on veut aller et vivre dans la dignité. Gagner le combat et voir les résultantes de ce que nous avions mené comme combat. Quels sont les fruits et jouir de ces fruits. Donc, si aujourd'hui les gens jettent la pierre à Monseigneur Podjro que non, il est hors jeu, moi je ne vois pas la chose ainsi. C'est un homme de Dieu, c'est un homme qui peut-être a été inspiré spirituellement par la providence, la divine providence. Donc,
il faut prendre ça en compte. Ça devait susciter le débat. Il y a certains qui sont sortis la dernière fois au niveau de l'Agora Senghor pour donner leur point de vue sur la question. Mais s'agissant des états-majors de parti, ils se sont tus. Ils ne disent rien à ce sujet, alors qu'ils n'ont pas eu cette hauteur d'esprit-là de pouvoir enclencher la mécanique. Et maintenant, à partir du moment où quelqu'un, un homme de Dieu, qui connaît l'histoire de notre pays, depuis l'époque des indépendances jusqu'à ce jour, qui a même eu à présider une importante assise de notre pays, qui est la conférence nationale, vient comme ça à lancer le débat, je crois qu'on doit prendre ça avec beaucoup d'attention et voir un peu si on peut faire bouger les lignes dans le bon sens. Donc, je crois que, Monseigneur, moi, je m'inscris vraiment dans sa logique et que si les intellectuels, si les leaders d'opinion peuvent, même ceux de la société civile, peuvent prendre en compte cela et puis mûrir ça pour que on puisse dégager une résultante qui peut-être cadrerait avec la donne actuelle du pays, les enjeux actuels du pays. Je crois qu'il n'aura pas lancé le pavé dans la mare inutilement. Ça aurait eu le mérite de pouvoir faire évoluer les choses dans le bon sens. Justin Nani? Bon, moi je pense que l'intervention de Monseigneur Kougoudro se situe sur deux angles. D'abord, le premier, ça concerne l'hymne national, et le second, le monument de l'indépendance, bien sûr. Et sur la base de ce monument, il a fait observer que dans l'idéologie des concepteurs de ce monument, il n'était pas dit qu'à un moment donné, on doit allumer la flamme dans les mains de cette dame-là, ou de la dame qui tenait la libation. Voilà. Donc c'était la libation. La libation ne voudrait pas dire la libation. C'est pas avec le feu que ça se fait. Voilà. Petit fafa. Avec de l'eau. C'est de l'eau. De boisson. Voilà. Donc c'est pas feu. Le feu symbolise autre chose. Donc on peut interpréter que depuis que cette façon, cette manière de faire continue jusqu'à ce jour, n'a pas tellement donné grand-chose dans notre pays, à notre nation. Si on peut l'interpréter autrement, moi je pense que cette proposition est la bienvenue. Maintenant, est-ce qu'il faut à un moment donné ériger peut-être un endroit où, de pareilles circonstances, aller là et puis allumer le feu? Je pense que c'est également bien. Donc la libation dont il était question aujourd'hui à travers le monument, qui est symbolisé par travers cette dame-là, ne voudrait pas dire forcément qu'il faut allumer le feu. Quand vous allumez le feu ne symbolise pas la libation ni la paix. Ça dit beaucoup de choses. Donc sur cette base-là, moi, je peux le comprendre. C'est pertinent. C'est pertinent. Voilà. Et ce qui suppose que l'interprétation qui est faite des concepteurs même de ce monument est tellement déviée. Maintenant, sur l'autre volet, ça concerne l'hymne national. Et c'est là où, dans mes analyses, je peux observer également que l'hymne national de toute une nation reflète même l'histoire de cette nation-là. Et les nationalistes qui ont lutté à un moment donné contre les colons, et pour arriver à ce stade-là, pour que le Togo soit libéré à travers les élections que nous avons connues le 27 avril 1958, qui par 2 ans après qui a été proclamé, ont eu une vision, sont combattus, ont donné donc leur vie à travers ce que le Togo soit libéré aujourd'hui. Et je pense que c'est dans cette idéologie-là que l'hymne national a été composé. Donc ça me ramène également à faire une comparaison par rapport à ce qui a été rédigé dans l'hymne national de la France, où à un moment donné, le concepteur a pensé obliger le peuple français en disant aux âmes, les citoyens, même s'il faut verser du sang, et que ce sang-là soit le sang qui libère la France de façon définitive. Rappelez-vous également de cette histoire de Louis XIV, XV et ainsi de suite, dans les années 1789, la prise de la Bastille. Voilà. Donc ça voudrait dire que même des propositions ont été faites. Il y a eu tellement de retouches, des modifications ici et là, je n'en sais pas trop. Mais l'histoire de toute une nation est toujours rédigée à travers son hymne national. C'est là à partir de ce moment-là que moi je dis, la question fondamentale qui est posée aujourd'hui est de savoir est-ce que le Togo est indépendant, est-ce que le Togo est libre. Tout de go, moi je vous dis non. Même si l'oppresseur dans le temps qui était le colon, le blanc, la peau blanche, je ne suis pas xénophobe, loin de là, qui ont martyrisé ce peuple, nos aïeux à un moment donné, qui sont combattus pour arriver
à avoir l'hymne national, le drapeau national, avec tout ce que nous avons, les symboles. Mais au-delà de ça, mais le Togo n'est pas libre aujourd'hui. Les mêmes colons, la même France est invitée encore dans le débat du jeu politique du Togo. Un 13 janvier 1963, en renversant pratiquement tout ce qui a été établi. Laissez-moi terminer si vous permettez. On va s'intéresser quand même. Je ne vais pas aller rentrer dans les détails. Mais depuis jusqu'à présent, ce sont nos propres frères qui sont aujourd'hui, entre guillemets, les colons des Togolais. Ça voudrait dire que le Togo n'est pas libéré. Mais attention, lorsque vous parlez même de l'indépendance d'une nation, on ne peut pas parler de l'indépendance d'une nation sans parler de l'indépendance économique et financière. Le franc CFA, interrogez-vous. Donc, ça suppose que l'indépendance dans son ensemble dont on parle n'est pas aujourd'hui d'actualité, n'est pas aujourd'hui acquise. Donc, si à un moment donné, il est dit, vécons ou mourons, mais dans la dignité, moi je pense que ce débat est encore d'actualité aujourd'hui. Parce que la nuit est longue, mais le jour vient. La question maintenant, je veux savoir, elle doit être maintenue, cette partie. Mais moi, je suppose que, parce que d'autant plus que... On n'a pas parlé de cette indépendance. Ah oui, selon vous. C'est l'histoire d'une nation qui est rédigée. Donc, pour ne pas tronquer l'histoire d'une nation, parce que les faits sont têtus, l'histoire est toujours présente dans nos vies, mais je pense qu'il faut maintenir toujours cette partie-là. C'est là où je dis, dans ce premier, je suis d'accord avec Monseigneur, sur la première proposition, qui est relative au monument de l'indépendance. Et à la seconde, qui concerne l'hymne national. Parce que selon vous, on n'a pas encore atteint cette étape. Non. Et je pense que s'il y a même des réflexions à mener, je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Ok. Non, mais moi, je ne vois pas la chose ainsi. C'est vrai, on n'est pas indépendant. On ne saurait prendre l'aspect monétaire pour justifier. Non, je ne parle pas seulement de l'aspect monétaire. Au-delà de ça, la façon même le pays est dirigé. On va parler. C'est une conquête permanente, l'indépendance. On y est, on a aujourd'hui l'ancien colon, on discute d'égal à égal. Quand nous avons notre place à la tribune des Nations Unies. C'est l'impression, c'est pas juste une fumée d'écran. Quand il y a des votes importants à faire, vous n'allez pas baisser votre main pour demander au colon, à l'ancien colon, de lever sa main à votre place. Ça veut dire que nous assumons. C'est vrai, c'est quelque chose. Il y a des réalités aujourd'hui qui nous montrent qu'on n'est pas indépendant. Il y a des pans qui restent à parfaire. Et c'est vrai, ça ne ressort pas de certains seulement. C'est de façon collégiale qu'on peut parfaire ces pans-là. Maintenant, aujourd'hui, par exemple, quand on dit de changer le verbe mourir par vivre, mais nous aurions souhaité, par exemple, quand on a enclenché le processus de démocratisation de notre pays, de gens tels celui qui a été abattu à Gonvier, là. Tavion Morin, moi, à mon homme, j'aurais souhaité que ces gens-là vivent pour voir un peu le sort qu'on est en train de réserver à ceux pourquoi ils ont lutté. C'est une perte que de lutter, de gagner quelque chose. Pour en jouir maintenant, on n'a pas la vie pour pouvoir voir ce qu'on a fait. Non, moi je souhaiterais qu'on lutte. La lutte, elle doit continuer. Mais au-delà de cette lutte, que ceux-là qui mènent cette lutte-là vivent pour jouir des fruits de ce combat-là qu'ils ont mené. Donc c'est ça que le prélat voudrait signifier à travers cet appel à un changement d'un verbe par un autre. Donc on ne doit pas changer. Quoi qu'on dise, moi je me sens indépendant. Je sais que j'ai mon drapeau, je sais que j'ai mon territoire, je sais que j'ai mon hymne, même Zamari. Et quand je vais quelque part, on me demande, mais je ne dirais pas que non, je suis une ancienne colonie de la France. Je dis que je viens d'une république, le Togo. Voilà. Alors, je vais proposer quand même d'avancer dans l'élection. C'est vraiment que c'est un sujet très intéressant, Justin. Très intéressant. Voilà. C'est cela, moi, je voudrais seulement placer un mot. Rapidement, parce que tout simplement que l'indépendance dont on parle, moi je ne pense pas qu'aujourd'hui elle est d'actualité. Donc il reste encore beaucoup à faire. Et c'est là où je reviens également pour dire qu'à un moment donné, si les détracteurs, ceux-là qui sont manipulés par la France aujourd'hui, qui se sont accaparés de tout, vous voyez les contrats qui sont négociés ici là, avec les positions de Boléro et tout, les Français. Ça veut dire que les États francophones en Afrique ne sont pas indépendants. Donc l'histoire continue, la vie continue, et je pense que de ce principe-là, il faut maintenir l'histoire comme telle. Voilà, je pense qu'on aura peut-être l'opportunité de revenir un peu plus en détail sur cet aspect du débat, parce que c'est vraiment un sujet qui est très intéressant. Mais comme moi, je vais proposer d'avancer, on va s'appesantir cette fois-ci sur le débat ou ce rapport du département d'État américain qui épingle une nouvelle fois le Togo sur la question des droits de l'homme. Nous avons également dans le même temps ce rapport d'Amnesty International qui dénonce toujours cette situation au Togo, la situation des droits de l'homme. Est-ce une réalité chez nous au Togo, Justin Dani?
Bon, la situation des droits de l'homme au Togo, c'est une réalité. J'étais avec comme la fois dernière, on en a débattu, et qui s'est complètement en position de défenseur. Je n'ai pas aimé, parce que c'est le constat qui est là aujourd'hui. Vous sortez, vous interrogez les gens, la façon dont les choses évoluent, et bien, il est bien vrai que, bon, si par moment on peut plus enfermer des gens dans une chambre, dans un local, et qu'au finish on les retrouve morts le lendemain, tout et tout. Si ce constat-là n'est pas fait aujourd'hui, mais la façon dont les gens sont tellement martyrisés, entretenus, même dans les maisons d'arrêt aujourd'hui, ça pose un véritable problème. Donc la question des droits de l'homme, c'est une réalité. Parce que lorsqu'on parle des droits de l'homme, beaucoup estiment que c'est une question qui fait très ce que quelqu'un qui est en conflit avec la loi, que ce soit sur le plan civil, que ce soit sur le plan pénal, et qu'on l'arrête, et la façon dont il est arrêté, a violé ses droits et tout. Mais rappelez-vous, ou imaginez également qu'en dehors de ça, il y a dans les contextes, même dans les clauses ou les conventions des Nations Unies, ce qu'on appelle les droits économiques et sociaux. Est-ce que ces droits-là sont respectés aujourd'hui au Togo? Parce que lorsque vous êtes aux affaires, le rôle régalien de l'État, c'est de veiller au bien-être des populations. Est-ce que les populations n'arrivent pas à boire de l'eau potable? Lorsque les gens ont des difficultés pour aller à l'école pour étudier, lorsque vous retrouvez même les locaux dans des situations, des circonstances délabrement avancées, lorsque les populations n'arrivent pas à avoir même l'eau et l'électricité dans leur zone d'habitation, c'est toujours les droits qui sont violés. C'est toujours les droits de l'homme qui sont violés. Donc, ce n'est pas seulement parce que quelqu'un qui est en conflit avec la droite sur le plan, ce n'est pas pénal ou civil que je l'ai fait, comme je l'ai fait observer. Mais lorsque vous prenez tout cet ensemble-là, il y a problème. Et avec les derniers événements également à Mango, les arrestations ici et là, les détentions en britannique politique et ainsi de suite, je pense que le Togo doit revoir sa copie. Donc c'est là où moi je dis que si on a la volonté d'aller de l'avant, je pense qu'il revient à ces gouvernants de dire cette façon de faire, la façon dont les choses évoluent, c'est pas bien. J'ai eu la chance également de rencontrer le représentant de l'Amnesty internationale au Togo, M. Emeadi, et qui a tellement révélé les investigations qui ont été menées, les approches qu'ils ont tenté à faire, mais qui ont été échouées, les correspondants qui sont envoyés à certains ministres qui ont refusé catégoriquement de les rencontrer. Par contre, la direction de la police qui a accepté les rencontrer à un moment donné pour dire on peut essayer de mieux faire, et ainsi de suite. Donc c'est pour dire qu'en réalité, c'est une question qui est d'actualité, qui est réelle sur le territoire national. Et quand les départements, que ce soit américains, qui ont même demandé à ce que le Kakpacha, s'il ne pouvait pas être libéré, qu'il soit rejugé, tout et tout, et toujours aujourd'hui il est là. L'affaire Kunte qui a été contraint d'aller en exil, et Olivier Ama aujourd'hui qui n'est plus au pays, et il n'y a tellement pas mal de choses. Les gens qui ont senti à un moment donné qu'on pouvait peut-être les embrasser de cette histoire des incendies des marchés du Togo, qui ont fui le territoire, qui vivent un peu partout, d'autres sont au Bénin, on les raconte quand on voyage, d'autres à Accra, d'autres un peu partout dans le monde. Voilà. Moi je pense que le problème est réel. Maintenant, quand on sort un rapport, je pense que la façon la plus collégiale, la plus normale, c'est de faire en sorte qu'on puisse mettre en application les recommandations qui sont faites et que dans les années à venir, on puisse les corriger. Mais si le pouvoir togolais fait sourd d'oreille, croyant que bon, là, tantôt c'est la Messie qui a quelque chose contre le Togo, tantôt c'est le département américain et tout, moi je pense que c'est ce qu'on appelle le feu fuyant. Voilà. Et Alero Tchakala? Non, la question des droits de l'homme n'a jamais aussi été d'actualité que ces dernières années dans notre pays. C'est vrai, c'est une quête permanente et tous les jours que le bon Dieu fait, on s'évertue à pouvoir atteindre cette quête-là, à pouvoir la matérialiser par des actes concrets que le peuple doit vivre, toucher de façon palpable. Mais vous savez, s'agissant du département d'État américain, c'est vrai, quand on parle de la surpopulation carcérale, c'est une vérité. Des prisons qui étaient censées accueillir peut-être 500 personnes sont en train d'accueillir peut-être 5000 personnes aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. On ne peut pas battre ça du revers de la main. Ça, c'est vrai. Et c'est sur la base de certains faits que même ils ont... qu'on peut vérifier aujourd'hui que ces gens-là ont pondu et ce rapport. Quand on parle de la bonne gouvernance, c'est vrai, il y a le phénomène de corruption dans ce pays, ça c'est vrai. C'est vrai.
quand on met en place des institutions pour lutter contre certains fléaux, mais on ne leur donne pas des moyens pour aller à l'essentiel. Donc le phénomène ne fait que perdurer, ça va s'enraciner de façon pernicieuse. Donc il faut aujourd'hui aller à l'essentiel, c'est-à-dire lutter comme cela se doit contre ceux-là qui s'adonnent à cette corruption de façon ambiante. On les connaît, c'est pas vous, c'est pas nous. Mais ces gens-là qui sont là, qui assimilent le bien de l'État à leur bien propre, là on les connaît. Donc il appartient maintenant à ceux-là qui ont les pans de gestion de ce pays de sévir contre cela pour que demain on ne puisse plus être cette risée, que notre pays ne figure pas dans ces rapports-là qui franchement ternissent l'image de notre pays. Et au-delà de ça, quand on prend la dernière sortie d'Amnesty contre notre pays, c'est vrai, quand vous allez un peu, c'est les points qui ont été retenus dans ce rapport, il y a d'abord avec la mort de ces jeunes qui sont sortis manifester pour réclamer leurs enseignants qui ont été fauchés comme cela. Quand on descend un peu vers le sud d'Aban, Mango, vous voyez un peu ce qui s'est passé. Les gens qui sont sortis pour manifester leur refus de voir leur préfecture abriter ces espaces-là, on les a tués avec des chars. On les a tués. Donc c'est des choses vraies. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que non, les gens n'en ont pas bien vu. Oui, c'est vrai. Mais la dernière fois, quand les députés s'étaient retrouvés au niveau de la CARA, ils ont voté une loi sur ce tribunal militaire. Non, ça veut dire que ceux-là, désormais, qui ont la gâchette facile, qui pensent que quand ils vont pour pouvoir gérer des mouvements de folie d'humeur, la seule chose qu'on a à faire, c'est de tuer pour qu'on... Ce n'est pas des votes qu'ils ont reçus parce que... Non, ils n'ont pas reçu. C'est qu'ils sont formés pour ça. Toutes les fois, ils le font. C'est des gaffeurs. C'est des gens qui pensent que les animaux, pour pouvoir les contraindre peut-être à s'assagir, c'est de tirer sur eux. C'est ça. Donc, ces gens-là auront à répondre de leurs actes devant des tribunaux. Je crois que c'est un pas qui a été fait qui peut-être disciplinera la galerie au sein de ces forces de l'ordre de sécurité. Il y a des éléments maintenant, contrôlés. quand on prend un peu ce qui s'est passé aussi au niveau de Cléhy et tout ça, c'est vrai. Mais il ne faudrait pas que l'État se sente un peu frustré par rapport à ces vérités-là toutes crues qui entachent sa gouvernance même, c'est de faire tout pour améliorer ce pour quoi on les a égratignés. Il faudrait aujourd'hui qu'ils se disent que non, c'est vrai, ces gens-là ne sont pas allés sortir ce rapport-là d'un ailleurs qu'on ne connaît pas. C'est sur notre territoire et il faut améliorer. La prochaine fois, nous ne souhaiterions plus être indexés de cette façon. Maintenant, s'agissant de l'autre aspect, le respect des gays, des lesbiennes et tout ça, là, moi je vois que non. Il ne faut pas changer la culture. Franchement, même au Sénégal, la dernière fois, quand Barack Obama était allé et il a voulu faire le lobbying en faveur de ces gens-là, Macky Sall, Dieu dans les yeux, lui a dit non. Nous avons nos traditions, nous avons notre culture, et dans notre culture, il n'est pas inscrit de respecter le droit de ces homosexuels. Donc, c'est clair et net. Donc, si on nous épingle sur cet aspect-là, je dis, mais c'est vrai, on assume. On assume cela, mais allez nous épingler sur d'autres aspects que nous connaissons. Je crois qu'il faut mieux faire. Il faudrait que chaque entité qui a été épinglée puisse se dire que la prochaine fois, je ferai tout pour ne pas figurer sur cette liste-là, de cette si vile façon-là. Voilà. Je ferai des efforts pour ça. Et cet effort-là, il faudrait que le chef de l'État donne des instructions à ses ministres, à tous ceux-là qui gèrent certains pans du pays, leur donne des instructions fermes que la prochaine fois, quand ça se fera comme ça, bon, ils auront affaire à lui, puisque c'est le premier garant de notre pays, c'est le premier comptable devant le peuple. Donc, je crois que si on leur donnait des instructions de cette ferme façon-là, on n'assistera plus à ces problèmes au point même de faire d'être épinglé constamment par ces institutions que j'estime responsables et crédibles. Voilà. Rapidement. Sur l'autre, enfin, le dernier aspect des gays autres là. Les homosexuels. Les homosexuels. C'est-à-dire qu'il faut lire le rapport de façon approfondie. Parce que moi, je l'avais soulevé, et survolé. Et lorsqu'on était dans le débat entre-temps, le problème a été soulevé. Je n'ai pas tellement serré le contour pour mener les discussions avec le confrère avec qui j'étais sur le plateau. Mais lorsqu'on avait reçu le représentant de l'Amnesty International au Togo, M. Aimé Adi, il a fait des développements et puis après, à la sortie, j'ai eu le temps maintenant de lire l'aspect. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsque vous lisez le rapport ne demande pas d'encourager les homosexuels. C'est-à-dire qu'il a été constaté
qu'un homme s'est déguisé en femme et il a été arrêté, que par après on s'est rendu compte que c'est un gay. Mais lorsque vous avez arrêté quelqu'un de ce genre, vous n'avez pas l'obligation de lui soutirer de l'argent, de lui demander à payer avant de rentrer. Et c'est ce que les forces de l'ordre ont fait. Est-ce qu'ils l'ont fait parce qu'il était gay? Parce qu'ils le font à tout le monde. Hein. C'est quelqu'un que vous avez arrêté dans de pareilles situations. S'il y a une loi, il y a un test, il y a une disposition à appliquer, vous l'appliquez. Vous n'allez pas lui demander de payer, de retirer de l'argent à ce dernier avant d'être libéré. Donc, ces anomalies-là ont été constatées pas seulement à un seul endroit, et c'est ce qui a été relevé dans le rapport. Moi, je l'avais survolé, je n'avais pas eu le temps de rentrer en profondeur, mais c'est après le développement de M. Emeati, lors de cette émission-là que je suis revenu, j'ai lu l'aspect, attention, c'est ce qui est relevé. Donc ça voudrait dire que... Est-ce que s'il y a un cas isolé, est-ce qu'on va relever? Parce que on connaît les Américains avec cette histoire de liberté d'expression. Non, ça dit qu'en réalité ici, en réalité, cet aspect de la question ne doit pas quand même être un arbre qui cache la forêt. Les droits de l'homme sont violés. Ça, c'est un fait. Oui, mais si on sait que, par exemple, que le Togo est réticent à cette histoire d'homosexualité. Les Togolais n'ont pas accepté une pareille chose. Mais si les Togolais ont refusé cet état de fait, je pense qu'il ne revient pas à l'autorité ou à ceux-là qui représentent l'autorité lorsqu'on arrête quelqu'un dans une pareille situation de ne pas appliquer la loi. Mais il faut appliquer la loi. Mais lorsqu'on passe outre pour adopter des comportements qui ne sont pas tellement bienséants, je pense qu'à ce moment-là, on doit être interrogé. Donc ça, je pense que c'est un autre volet. Mais la question des droits de l'homme au Togo est toujours récurrente. C'est toujours d'actualité. Et ce n'est pas la première fois que Amnesty International sort des rapports que la presse qualifie d'accablant ou tout et tout sur le Togo. Mais il revient à ces gouvernants de mieux faire. Mais lorsqu'on s'inscrit dans une logique de ne pas faire le compte, lorsqu'on s'inscrit dans une logique de ne pas passer la main, lorsqu'on s'inscrit dans une logique de ne pas mettre le pouvoir d'État en jeu à un moment donné, et qu'aujourd'hui, on est au pouvoir, demain on peut se retrouver dans l'opposition, et que tout est permis, on doit faire tout ce qui se passe par la tête, je pense qu'à ce moment-là, on doit au quotidien violer les droits de l'homme. C'est le constat malheureux qui est fait. Donc, si le département d'État américain a sorti un rapport, lorsque vous le lisez, et vous comparez ce que Amnesty International a publié, ils sont similaires. C'est vraiment similaire. Voilà. Donc ça voudrait dire qu'aujourd'hui, nous sommes en face d'une réalité, d'un régime dictatorial et militaire qui ne veut pas changer. Voilà. Vous voulez faire un jour rapidement parce qu'on est allé par le temps. Oh non, mais je crois que les pays de plusieurs décennies de démocratie et de respect des droits de l'homme sont souvent aussi épinglés. Et quand vous allez un peu au niveau des États-Unis qui nous ont épinglés dans ce rapport, la situation n'est pas aussi rose là-bas. Les Noirs sont devenus ces cibles-là sur lesquelles les policiers tirent tout le champ. Vous voyez un peu la situation qui a prévalu au niveau de Guantanamo à l'époque de ces attentats contre les Wall Street. Tout ce qui portait barbe et s'enturbanait, c'était des terroristes potentiels. Donc je crois que nous ne voyons pas la chose en mal, mais je crois que c'est une perche qu'on nous tend, qu'il y a des situations, il y a des poches de non-respect des droits de l'homme dans notre pays et qu'il faut corriger. Donc je crois que même ces pays-là qui nous épinglent sont malheureusement aussi en proie aux mêmes situations, même peut-être pire que ce que nous vivons ici. Donc on ne doit pas s'offusquer pour cela, on doit le prendre en toute sportivité et essayer de corriger. Je crois que c'est ce que je dois ajouter. Voilà, vous permettez peut-être 30 secondes. C'est-à-dire qu'en le disant, je pense que c'est fait un peu tort par rapport à notre corporation. Nous sommes des communicateurs. Il est bien vrai qu'on doit encourager les gouvernants à mieux faire. Mais lorsque les questions des droits de l'homme sont vraiment récurrentes dans un pays, dans une nation, il revient à ces gouvernements de corriger. Il est bien vrai que les questions c'est ce t'appelle quand je leur demande il est bien vrai que dans les autres pays, que ce soit le Ghana où on parle de la démocratie, peut-être au sens clair du terme, ou que ce soit le Bénin, ainsi de suite, les droits de l'homme ne sont pas tellement roses. Mais ce qui se passe au Togo est tellement regrettable et ahurissant. Donc il revient à ces gouvernants de faire en sorte que les... Qu'est-ce que l'analyse de la situation voilà. C'est pour dire tout simplement. C'est pour dire non, c'est pour dire que ce qui se passe au niveau des droits de l'homme au Bénin, ou que ce soit au Ghana, ce ne sont pas quand même des droits qui sont violés au quotidien. Mais au Togo, les droits de l'homme sont violés au quotidien. Pourquoi le rapport n'a pas cité le Bénin? Pourquoi le rapport n'a pas cité le Ghana? Pourquoi le rapport n'a pas cité d'autres États qui font tellement des avancées en matière démocratique? Voilà. C'est une quête permanente. Voilà, au-delà de rougir que le Togo a été épinglé, c'est une invitation à améliorer la gouvernance. C'est parce que le cas du Togo est tellement
à déplorer. Merci Et à vous. vous et nous C'est ce sommes qui est comptables tel. par rapport à cela. Voilà, Non, merci pas à moi. vous. Nous ne Merci. sommes pas aux affaires. Merci Nous ne à sommes vous, pas aux vous affaires. n'avez Nous plus ne la sommes pas aux parole. affaires. Merci. Désolé. Le problème des droits de l'homme, ça ne Merci regarde à pas vous. que ceux-là Les qui sont aux gouvernants. affaires. Ah, non, les gouvernants qui pas du torturent. tout. Justin, Les gouvernants. merci. Allez, Quel merci. rôle tu as joué Ce pour que sont- cela s'améliore? Ouais, ce sont les gouvernants. Moi, je dénonce. Les Voilà. gouvernants ont Oui, nous aussi, l'obligation. nous dénonçons et Ouais, il faut nous appelons dénoncer. les gens à mieux Merci, faire. Les nous gens avons ne doivent suivi. pas Merci. les gens ne doivent pas Merci à vous, torturer. Justin. Merci à vous, Justin. Il faut Je pas rappelle torturer. que vous êtes le directeur de publication du site d'information Togo Vision, citoyen. Oui. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour la qualité des échanges. Merci également à vous, Ali Botiakala. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Courrier de la semaine. Nous espérons vous retrouver très rapidement pour un nouveau numéro de l'émission. Avec plaisir. Le Point, un plaisir également. Et merci à vous à la maison de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec la même énergie. Au revoir.